Il est tout juste 19h d'Alger. Vous regardez Al24 News. Merci de nous rejoindre pour cette nouvelle édition de ce vendredi 23 janvier 2026. Tout de suite, les titres de l'actualité. Génocide à Gaza, le bilan s'alourdit à 71 562 martyrs et 171 379 blessés. Et les bombardements, le blocus et l'effondrement du système de santé transforment la grossesse en épreuve et l'accouchement en risque mortel. Reportage dans ce journal. Algérie-Tchad, représentant le président de la République algérienne Abdelmajid Tebboune, le ministre d'État, ministre des hydrocarbures et des mines Mohamed Arkab, reçu un N'Djamena par le président de la République du Tchad. Algérie-France, alors que les relations algéro-françaises ne sont pas au beau fixe, un documentaire diffusé hier par France Télévisions est venu jeter de l'huile sur le feu. Le documentaire met en lumière les idées de l'extrême droite française. On fait le point dans ce journal. Et puis au Japon, la chambre basse du Parlement officiellement dissoute. Les détails dans ce journal. Bonsoir à tous. En Palestine occupée, l'agression génocidaire sioniste contre la bande de Gaza a fait 71 562 martyrs et 171 379 blessés, en majorité des femmes et des enfants depuis le 7 octobre 2023, selon un nouveau bilan communiqué par les autorités sanitaires palestiniennes. Un nouveau nourrisson palestinien âgé de 6 mois est décédé à Khan Younes, au sud de la bande de Gaza, à cause du froid sévissant dans la région, ont indiqué ce vendredi des sources hospitalières citées par des médias palestiniens. Il s'agit de Youssef Omar Abou Hamlal, âgé de 6 mois. Il est décédé dans sa tente en raison des températures extrêmement basses dans la zone de Mawassi à Khan Younes, ont précisé les mêmes sources. Selon l'agence de presse palestinienne Wafa, le nombre d'enfants palestiniens décédés à cause du froid depuis le début de la saison hivernale est de 11. Les journalistes et les syndicats de médias palestiniens condamnent l'assassinat de plusieurs reporters à Gaza par des frappes sionistes, dénonçant une répression délibérée de la voix du peuple palestinien et une violation de la liberté de la presse. Le ciblage des journalistes par Israël se poursuit, confirmant qu'il s'agit d'une campagne d'assassinat. L'occupation sioniste ne veut pas que l'image et la voix palestinienne parviennent au monde. C'est pourquoi nous avons assisté à ce massacre qui s'ajoute à la longue liste des crimes commis par l'occupation contre les journalistes. L'assassinat de confrères journalistes est un acte prémédité et délibéré. Les preuves montrent que depuis le début de la guerre, l'entité sioniste a tué environ 267 journalistes et 3 autres collègues viennent s'ajouter à ce bilan alors qu'ils étaient en mission purement humanitaire. L'accusation porte sur le fait de filmer avec un drone. Malheureusement, tout journaliste qui utilise un drone pour filmer se condamne de fait à mort. Ce genre d'attaque ciblée contre les journalistes dissuade d'autres d'utiliser cet outil dans leur travail. À Gaza, les bombardements, le blocus et l'effondrement du système de santé transforment la grossesse en épreuve et l'accouchement en risque mortel. Le taux de natalité a chuté de 41% par rapport à 2022. Commentaire Naïla Hamouda. À Gaza, le génocide sioniste ne détruit pas seulement les maisons, il efface l'intimité et avec elle, la capacité même de donner la vie. Depuis plus de 2 ans, l'entité sioniste mène une politique contre la fertilité en Palestine, une politique de destruction systématique qui vise les conditions mêmes de la reproduction. 2 rapports récents des ONG soulignent les conséquences dramatiques des attaques contre les hôpitaux et du blocage de l'aide humanitaire sur la santé reproductive des femmes palestiniennes. Le résultat est sans appel, le taux de natalité a chuté de 41%. Cette baisse n'est pas un dommage collatéral, elle est préméditée et planifiée. Elle est l'autre versant du génocide. Un peuple ne disparaît pas seulement quand on le tue, il disparaît aussi quand on l'empêche d'exister. Cette politique génocidaire vise à éradiquer un peuple à la racine en empêchant ses enfants de voir le jour.
La faim, le siège, les bombardements et l'effondrement du système de santé ont transformé la grossesse en épreuve, l'accouchement en risque mortel et le désir d'enfant en angoisse. Les femmes renoncent non par choix, mais parce que survivre est devenu prioritaire, parce qu'enfanter dans ces conditions, c'est exposer un nouveau-né à la mort dès sa naissance. Le génocide contre la fertilité est une guerre contre l'existence. Et tant que les femmes de Gaza vivront sans intimité, sans sécurité, sans droit au corps, la baisse de la natalité ne sera pas une statistique, elle sera la preuve tangible de l'extermination d'un peuple, un peuple qu'on tente d'effacer. La rapporteuse spéciale de l'ONU sur la situation des droits de l'homme dans les territoires palestiniens occupés françaises albanaises a dénoncé ce vendredi la démolition par l'occupation sioniste du siège de l'Office de secours et de travaux des Nations Unies pour les réfugiés palestiniens. Al-Quds est occupé, soulignant que cet acte confirme une attaque systématique contre le système des Nations Unies et contre le peuple palestinien. Je suis horrifié par la destruction continue menée par le gouvernement sioniste sans aucun frein. Les Nations Unies et le droit international sont démantelés pierre par pierre sous les yeux du monde. Attaquer l'UNRWA revient à écraser les efforts de la communauté internationale visant à préserver la vie des Palestiniens. L'attaque contre une organisation mandatée par l'Assemblée générale de l'ONU représente un précédent dangereux et sans précédent qui exige une action internationale urgente, d'autant plus à la lumière des mesures conservatoires ordonnées par la Cour internationale de justice dans l'affaire intentée par l'Afrique du Sud, ainsi que de l'avis de la Cour confirmant que l'entité sioniste n'a pas le droit d'entraver le travail de l'UNRWA. Et les forces d'occupation sionistes ont mené ce vendredi une vaste campagne d'arrestation dans plusieurs régions de la Cisjordanie occupée, arrêtant au moins 10 Palestiniens dont les gouverneurs de Naplouse et de Beit Lahm, selon l'agence de presse Wafa. Selon la même source, ces arrestations s'inscrivent dans le cadre des incursions quasi quotidiennes menées par les forces d'occupation dans les villes, villages et camps de réfugiés palestiniens de Cisjordanie occupée, accompagnées de perquisitions, de destruction de biens et d'arrestations arbitraire. Et les forces d'occupation sionistes ont fermé ce vendredi le point de passage d'Atara situé au nord de Ramallah, en Cisjordanie occupée, provoquant d'importantes perturbations de la circulation des Palestiniens. La même source a rappelé que ce n'est pas la première fois que les forces d'occupation procèdent à la fermeture du dit passage. Le but cherché à travers ce procédé est d'empêcher la circulation libre des Palestiniens. Le Premier ministre espagnol Pedro Sánchez a annoncé jeudi que l'Espagne ne participera pas au Conseil de la paix lancé par le président américain Donald Trump. Cette décision s'inscrit dans la ligne de Madrid d'attacher au multilatéralisme et au système des Nations Unies. Après avoir consulté de nombreux pays et mûrement réfléchi pendant plusieurs semaines, j'ai décidé d'informer mes collègues du Conseil européen que le gouvernement espagnol a décidé de ne pas participer au soi-disant Conseil de la paix. Nous apprécions l'invitation, mais nous déclinons de participer à ce conseil proposé par l'administration américaine. Ce conseil se situe en dehors du cadre des Nations Unies et n'inclut pas l'autorité palestinienne. N'oublions pas l'avenir de Gaza, ni celui de la Cisjordanie. L'avenir de la Palestine dans son ensemble doit être déterminé par les Palestiniens, de même que l'avenir de sa coexistence pacifique et sûre avec Israël doit être mené en priorité par Israël et la Palestine dans le cadre d'un dialogue visant à mettre en œuvre la solution à 2 États. Parle en coopération à présent le ministre d'État, ministre des Hydrocarbures et des Mines, Mohamed Arkab, dans le cadre de sa participation en qualité de représentant du président de la République algérienne, Abdelmadjid Tebboune, au Salon international des mines, des carrières et des hydrocarbures, a été reçu par le président de la République du Tchad, Mohamed Idriss Déby Itno. Lors de cette rencontre, le ministre d'État a transmis au président tchadien les salutations fraternelles du président de la République, Abdelmadjid Tebboune, et lui a remis une lettre qui lui a été
été adressé par le président de la République, réaffirmant sa pleine volonté de consolider les liens fraternels unissant les deux peuples frères et de renforcer la coopération bilatérale dans divers domaines. De son côté, le président tchadien a chargé le ministre d'État de transmettre ses salutations fraternelles et sa profonde considération au président de la République, Abdelmadjid Tebboune, réaffirmant l'engagement de son pays à renforcer les relations de coopération avec l'Algérie dans tous les domaines, ainsi qu'à œuvrer à soutenir la coopération africaine et à renforcer le partenariat Sud-Sud. Nous sommes venus envoyés par le président algérien Abdelmadjid Tebboune avec une délégation importante de 3 ministres et plusieurs PDG de grandes sociétés algériennes dans le but de renforcer cette relation historique, fraternelle qui existe entre l'Algérie et le Tchad, la développer davantage dans le domaine économique et spécialement dans les énergies renouvelables, les hydrocarbures, l'industrie et les mines. Nous avons, avec notre homologue, les ministres, nous avons effectué plusieurs rencontres bilatérales et nous avons mis en place un plan et une feuille de route pour concrétiser des projets concrets et solides qui vont nous permettre de développer davantage cette relation économique. Et nous avons écouté les conseils de son Excellence, Monsieur le Président de la République, et nous avons beaucoup apprécié ses orientations qui vont dans le sens de aussi les instructions de notre Président de la République dans le renforcement de la relation entre le Tchad et l'Algérie dans le domaine économique. Alors que les relations algéro-françaises ne sont pas au bout fixe, un documentaire diffusé hier par France Télévisions est venu jeter de l'huile sur le feu. Le documentaire met en lumière les idées de l'extrême droite française. On fait le point avec Safouane Ben Sabri. Merci Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, chers collègues. Janvier 2017, 2 députés du Front National siègent à l'Assemblée nationale française. Janvier 2026, ils sont au total 138 députés, Rassemblement national ou affiliés. L'engagement de la responsabilité. En moins de 10 ans, l'extrême droite est devenue la première force politique de l'Hexagone, la locomotive idéologique du pays. L'extrême droite est désormais aussi la fournisseuse du champ politique, du champ lexical politique, grand remplacement et djihadisme d'atmosphère à titre d'exemple. Ces médias, quant à eux, font office de caisse de résonance. Car c'est aussi l'extrême droite qui souffle les thèmes à traiter ou non dans les médias aux fortes audiences tels que CNews, racheté par Vincent Bolloré, issu de la mouvance catholique sioniste, ou BFM TV appartenant à Patrick Drahi, franco-israélien ouvertement sioniste de confession juive, qui nomme d'ailleurs comme directeur du journal Libération Doval Font, ancien officier des renseignements israéliens. La liste est non exhaustive. C'est ce système tentaculaire où la force de frappe médiatique est mise au service de l'idéologie politique qui a fini par influencer et irriguer les institutions françaises, dont les médias publics. Ensuite sur l'Algérie. L'Algérie. Le régime algérien. L'Algérie. C'est l'algérophobie qui est votre... À l'image de France Télévisions, dont le dernier numéro de complément d'enquête consacré aux relations algéro-françaises a été diffusé hier. Le reportage aborde les relations pour le moins mouvementées entre Alger et Paris. Il offre une tribune à plusieurs personnalités françaises de droite et d'extrême droite qui sont dans une optique de rupture avec l'Algérie. Bruno Retailleau, figure de proue du mouvement algérophobe, a décidé durant ses fonctions de faire de l'Algérie une affaire personnelle. C'est lui qu'on met en avant pour représenter la droite classique aux idées issues de l'extrême droite. Pour rappel, le chef des Républicains avait renvoyé dans son pays un Algérien de façon illégale, dans sa volonté d'ouvrir un front avec Alger, une méthode qui s'est avérée inefficace et inutile. Au Sénégal, le président sénégalais Bassirou Diomaye Faye a appelé dès jeudi à Dakar pour une refondation profonde du système judiciaire censé sur la transformation numérique. Pour atteindre cet objectif, la transition doit être rigoureusement encadrée par l'éthique et le respect de l'indépendance de la justice, indiqué le chef de l'État sénégalais à l'ouverture de la rentrée solennelle des cours et tribunaux axés sur le thème « Le juge face aux défis du numérique ».
Le président américain Donald Trump a annoncé qu'il effectuerait une visite officielle en Chine au mois d'avril de cette année. Trump a fait cette déclaration lors d'une conversation avec des journalistes à bord de l'avion Air Force One, alors qu'il retournait à Washington depuis le Forum économique mondial tenu à Davos. Je vais faire un voyage, j'y vais en avril, il viendra vers la fin de l'année et j'ai hâte de voir le président Xi Jinping, le président chinois. J'ai toujours eu d'excellentes relations avec lui. C'est un homme formidable et j'ai toujours eu d'excellentes relations avec le président chinois. Elles ont été très tendues pendant la Covid, mais maintenant elles sont excellentes. Regardez, vous voyez, regardez tous les produits agricoles qu'ils achètent, le soja, ils achètent beaucoup de soja. Et cela rend nos agriculteurs heureux et cela me rend heureux. Merci beaucoup à tous. Les États-Unis ont officiellement quitté l'Organisation mondiale de la santé jeudi, après une année de mise en garde sur les conséquences néfastes de cette décision pour la santé publique aux États-Unis et dans le monde. Commentaire Iman Mabad. C'est un séisme pour la santé mondiale. Les États-Unis ferment la porte de l'Organisation mondiale de la santé. Un retrait officiel accompagné du gel de 260 millions de dollars qui affaiblit directement l'institution chargée de coordonner la réponse sanitaire mondiale. Si Washington justifie sa décision par des critiques de gouvernance et d'efficacité, les conséquences, elles, dépassent largement le cadre politique américain. Car ce sont surtout les pays du Sud global qui dépendent le plus des programmes de l'OMS. Vaccination, lutte contre le paludisme, la tuberculose ou les maladies émergentes, ces actions reposent en grande partie sur des financements internationaux longtemps dominés par les États-Unis. En Afrique, en Asie du Sud et dans certaines régions du Moyen-Orient, la crainte est immédiate. Moins de ressources, ce sont des campagnes retardées, des stocks de médicaments sous tension et des systèmes de santé déjà fragiles, davantage exposés aux crises. Ce retrait américain creuse aussi une fracture géopolitique. Il accentue le déséquilibre entre un Nord qui se replie sur des priorités nationales et un Sud qui réclame plus que jamais coopération et solidarité face aux menaces sanitaires globales. Un vide financier et politique s'ouvre, d'autres acteurs pourraient chercher à s'y engouffrer au risque de transformer la santé mondiale en nouvel espace de rivalité d'influence. L'OMS, de son côté, appelle à la mobilisation des États membres et à une responsabilité collective. Mais face à ce retrait historique, l'organisation entre dans une phase d'incertitude profonde. Le président du Conseil européen, Antonio Costa, a déclaré ce vendredi 23 janvier lors d'un sommet des dirigeants de l'Union européenne à Bruxelles que l'Union continuera à défendre ses intérêts et à se protéger. The European Union will continue to stand up for its interests. L'Union européenne continuera à défendre ses intérêts et se protégera ainsi que les États membres, ses citoyens et ses entreprises contre toute forme de coercition. Elle dispose du pouvoir et des outils nécessaires pour le faire. Elle n'hésitera pas à les utiliser si nécessaire. So, if and when necessary. La Russie a indiqué ce vendredi qu'elle exigeait toujours de Kiev un retrait de ses troupes de l'Est de l'Ukraine pour régler le conflit avant des pourparlers à Abu Dhabi entre responsables russes, ukrainiens et américains. Premièrement, nous ne souhaitons évidemment pas divulguer publiquement les détails des dispositions en discussion. Par conséquent, je ne peux ni ne veux vous dire ce que l'on entend précisément par formule d'ancrage. Nous estimons que cela serait inapproprié. La position de la Russie est bien connue. L'Ukraine et ses forces armées doivent quitter le territoire du Donbass et s'en retirer. Il s'agit d'une condition essentielle. D'autres points restent à l'ordre du jour des négociations. Au Japon, la chambre basse du Parlement japonais a été officiellement dissoute ce vendredi au début de la session parlementaire ordinaire en prélude de la tenue des élections générales dont la date a été fixée au 8 février. En vertu de l'article 7 de la Constitution japonaise, la Chambre des représentants est dissoute.
Toujours au Japon, 2 dirigeants du nouveau parti d'opposition japonais ont organisé ce vendredi leur premier rassemblement public à Tokyo avant les élections anticipées du 8 février. Le Premier ministre Takaichi affirme que cette élection vise à déterminer si elle est apte à exercer cette fonction. Le Parlement l'a déjà désigné comme Premier ministre. Nous n'avons déposé aucune motion de censure contre le gouvernement. Je dois dire que le motif de cette élection est inapproprié et témoigne d'un mépris pour le Parlement. De plus, à l'heure où les étudiants se préparent aux examens et font preuve d'un dévouement exemplaire, où le froid hivernal est rigoureux et où la situation économique et internationale exige que nous évitions un vide politique, il n'y a aucune raison valable de dissoudre le Parlement. Direction le Vietnam à présent au To Lam a été reconduit à l'unanimité ce vendredi pour 5 ans à la tête du pays lors du congrès du Parti communiste qui a validé ses grandes orientations, notamment axées sur la poursuite de la croissance économique. Après 40 ans de réformes et de développement, le potentiel du Vietnam est aujourd'hui très différent de ce qu'il était auparavant. Nous disposons désormais du statut, du prestige, de la force et de la responsabilité suffisants pour participer aux affaires régionales, mondiales et internationales. Le Vietnam est de plus en plus impliqué dans les questions de sécurité liées au développement mondial. Il continuera de collaborer avec d'autres pays et institutions multilatérales pour traiter les problèmes internationaux. En Indonésie, les corps des 10 passagers qui se trouvaient à bord d'un petit avion qui s'est écrasé le week-end dernier dans l'est du pays ont été retrouvés, a annoncé ce vendredi un responsable local des secours. Et à 9h16 local, Dieu merci, la victime a été retrouvée, la deuxième victime a été retrouvée. Et le processus d'évacuation est actuellement en cours. Sport, avant de clôturer ce journal, les organisateurs de l'Open d'Australie ont annoncé ce vendredi qu'en raison de la canicule, les matchs de la fin du 3e tour commenceront plus tôt que prévu samedi. Les détails avec Faisal Salah. En Australie, c'est difficile de dire qu'il ne fait pas beau, car on annonce la canicule. Les organisateurs de l'Open d'Australie de Melbourne ont même lancé une alerte via leur réseau des températures torrides, une modification des horaires pour les rencontres de ce samedi sur les 3 cours. La compétition débutera plus tôt pour la suite des matchs du 3e tour. Le numéro 2 mondial, Yannick Sinner, jouera ce samedi face à l'Américain Elliot Spizzirri. Les athlètes se sont exprimés sur les conditions météorologiques. Le problème, c'est que si on ne met pas une dizaine de serviettes sur ces sacs, ils deviennent brûlants, car l'écran est éteint pour que les gens puissent voir le match. Je pense qu'il y a peut-être quelques petites choses à faire. Le problème, c'est que quand on s'assoit, tout ce qu'on touche devient brûlant. On n'a que 40 secondes sur la chaise, on n'a même pas 20 secondes pour regarder autour de soi, peut-être un peu, mais bon, on joue parfois dans ces conditions. Certains abandonnent, d'autres ont des crampes. Ça va se reproduire, pas seulement en Australie, on verra ce qui se passera demain. Le premier rendez-vous de l'année 2026 n'a pas connu de surprise pour l'instant. Pour ce vendredi, l'Espagnol Alcaraz n'a pas tremblé. L'Espagnol a éliminé le dernier Français de la compétition, Corentin Moutet, en 3-7, 6-2, 6-4, 6-1. Oui, je suis simplement content de mon niveau et du match. Il y a quelques bons moments et j'en suis ravi. Oui, j'ai hâte de continuer sur cette lancée. Le Russe Daniil Medvedev a renversé la partie après un retard de 2-7 pour battre Fabien Marosan. 6-7, 4-6, 7-5, 6-0, 6-3. Chez les dames, la numéro 1 mondiale Aryna Sabalenka s'est imposée face à Potapova en 2-7, 7-6, 7-6. Elle a atteint les 8e de finale pour la 6e fois consécutive. Sabalenka sera opposée à la Canadienne Victoria Mboko dimanche. Tout est une question de mental, de force mentale pour être là, pour faire de son mieux, pour renvoyer la balle, même maladroitement, avec une technique catastrophique en étant complètement déconnecté de son corps, mais pour continuer à se battre, car on ne sait jamais. Il faut rester, il faut se battre et il faut montrer à son adversaire que peu importe comment je me sens, peu importe ce qui se passe, je serai toujours là, je me battrai toujours et je serai toujours prête à trouver une solution. Sabalenka espère un jour devenir la grande mère du tennis féminin.
Et voilà, c'est ainsi que s'achève ce journal. Merci à vous de votre fidélité. Excellente suite des programmes sur A24 News et à très bientôt.